Amadou Toumani Touré est plus connu sous l'appellation ATT. En 2 mandats, il a fait de la démocratie au Mali un exemple sur le continent. Une démocratie qui vit pourtant une période tumultueuse en Afrique. On a connu le problème en Côte d'Ivoire, on vient de connaître une situation difficile en Libye. Au cœur des révolutions arabes, cette Libye, voisin frontalier, a désormais un nouveau régime. Un changement qui augmente les facteurs de risque pour le Mali, un facteur aussi qui remet en lumière la lutte contre le terrorisme dont le président Amadou Toumani Touré en a fait un point fort de sa politique, un point central de son combat. Bienvenue face à nous, face à tous ces millions d'Africains qui nous regardent à travers le monde. Comment avez-vous vécu le processus de changement politique en Libye ces 6 derniers mois? Je pense que je l'ai assisté aux premières loges, si je peux me permettre du terme. Tout de suite, dès que le problème en Libye, la crise de la Libye a éclaté, le CPS, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, s'est réuni à Addis Abeba. Et tout de suite, sur les 5 régions, un chef d'État par région a été désigné. Donc le Mali, c'était le président du Mali. Pour l'Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, le président mauritanien. Afrique centrale, le président Sassou du Congo. Afrique de l'Est, le président Museveni de l'Ouganda. Et l'Afrique australe, le président Zuma. Il nous a été donné mission, au nom de tous les autres, de suivre la question libyenne et d'apporter notre solution. Et tout de suite, nous avons dégagé une feuille de route. Et c'est cette feuille de route que nous avons exposée dans un premier temps à Nouakchott pour nous entendre sur la question. Et plus tard, nous sommes retournés nous-mêmes et nous sommes partis pendant cette période tumultueuse et cette période de bombardement. Nous sommes partis à Tripoli où nous avons rencontré le guide Muammar Kadhafi et nous avons discuté avec lui. Et nous sommes partis à Benghazi où nous avons rencontré le président du CNT et nous avons discuté. En tant que voisin immédiat de la Libye, quelque part vous avez eu peur de cette situation? Je n'ai pas eu peur, mais j'étais désolé. Voilà un pays qui a joué un rôle extrêmement important dans le cadre de l'Union africaine. Voilà un pays également qui a joué un rôle extrêmement important dans le cadre du développement. Si nous voyons le développement et tous les aspects de développement que la Libye a pu consentir à travers le continent africain, et notamment au Mali, je pense que c'était tout simplement un gâchis. Certainement, j'aurais souhaité qu'il y ait une solution politique. Mais malheureusement, je pense que les partis, d'une part ou d'autre, n'avaient pas cette lecture ou peut-être n'ont pas pu atteindre ces objectifs. Je suis désolé que ce qui est arrivé soit arrivé, mais le Mali reconnaît la Libye et le Mali est ami de la Libye. Et moi, en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité et membre du comité des chefs d'État, je continue la mission qui m'a été confiée, c'est-à-dire suivre et appuyer et soutenir la paix, la sécurité et la démocratie en Libye. Cette situation en Libye pose quand même de véritables problèmes de réflexion pour nous, Africains. Déjà, à titre personnel, le guide libyen était l'invité, par exemple, de la fête du cinquantenaire du Mali. Que vous inspire sa chute dans le parcours d'un homme politique? J'ai mesuré les aléas du pouvoir. J'ai mesuré également l'usure du pouvoir. Et j'ai mesuré également tout ce qui peut être difficulté dans l'exercice du pouvoir. Voilà un homme de toute puissance et qui aujourd'hui pratiquement est clandestin sur lui. Et je pense que le pouvoir mène à tout et parfois à certaines situations extrêmement difficiles. En tant qu'Africain, il y a un sentiment important qui est partagé aujourd'hui sur le continent, celui globalement d'un peuple, le peuple africain qui se sent lâché par leurs dirigeants parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment on peut bombarder un pays, quelles qu'en soient les raisons politiques internes, comment on peut bombarder un pays africain de cette nature sans qu'il y ait une réaction beaucoup plus énergique. Comment on peut accepter ça? On a l'impression d'une scission complète entre l'opinion publique africaine et les dirigeants africains sur cette question. Comment vous le ressentez, vous? Mais je le ressens beaucoup plus proche des peuples. Je ne parlerai pas de la question spécifique de la Libye et de Muammar Kadhafi et le CNT. Je pense que les Libyens sont libres. C'est normal que la Libye ait ses ambitions. C'est normal que la Libye soit démocratique. C'est normal également qu'il y ait justice et liberté. Je pense que je ne rentrerai pas dans ces débats philosophiques. Qui est propre à la Libye. Voilà, non, propre à tout pays. Mais cependant, ce qui m'a touché, chaque bombe qui tombe sur un pays africain, je le sens. D'abord, je le comprends et je mesure toute la dimension en tant que soldat, je sais de quoi il s'agit. Et d'autre part également, j'ai vu toute la limite de notre impuissance. Et ça, j'avoue que je suis particulièrement proche des peuples, j'en ai souffert, ça m'a fait mal. Que ça aurait été n'importe quel autre pays africain, j'aurais eu le même sentiment.
Il y a eu la Côte d'Ivoire où il y a quand même eu une intervention énergique de la France pour, entre guillemets, dans le message, ramener la démocratie dans le pays. Aujourd'hui, la Libye, on se dit, est-ce que cette machine infernale de l'intervention militaire va s'arrêter? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'arrête? Est-ce qu'aujourd'hui, les Occidentaux ne sont pas en train de prendre une position qui consiste à avoir une mainmise à travers un type de message sur nos matières premières? D'abord, il faut quand même être clair, c'est que les Occidentaux sont venus toujours avec quelqu'un. Je pense que les Occidentaux, plus ou moins, ont pris parti pour une ou autre partie. Et je ne pense pas que les Occidentaux se sont engagés. Lorsque nous prenons le cas de la Libye, mais tout est parti de la résolution de 1973, auquel certains pays africains, nous-mêmes, nous avons voté. Et donc, il était extrêmement difficile de dire qu'on ne savait pas ce qui s'est passé. Donc, à partir de cette résolution, je pense qu'on est parti à tout. Et certainement, dans certains cas, on est parti même au-delà de cette résolution. De la zone d'exclusion, on est parti nettement plus loin. Est-ce que ça ne pose pas la question du dialogue? Non, cela pose d'abord la limite de nos moyens. Cela pose également l'impuissance dont j'ai parlé. Vous savez que nous sommes tout de suite à l'entame, nous sommes sortis avec une très bonne feuille de route. Et nous sommes partis à Tripoli et nous sommes été à Benghazi pendant les périodes de braise. Nous avons été rencontrés le départ. Il y avait divergence certainement d'acceptation d'un côté ou d'un autre, mais cependant, ils nous ont reçus avec beaucoup de courtoisie aussi bien à Tripoli qu'à Benghazi. En ce moment, il fallait demander une permission pour que vous ayez un couloir. Pour aller en Libye, nous sommes remontés en Europe et nous sommes descendus avec la permission de suivre un couloir aérien. Donc nous avons été obligés de demander une permission de venir chez nous-mêmes. Et le premier jour, lorsque nous avons voulu aller, on nous a dit non, ne partez pas parce que nous ne pourrons pas assurer votre sécurité. Imaginez-vous que nous avons, en toute objectivité, nous nous sommes sentis impuissants et nous avons été gênés que nous ne puissions pas faire ce voyage. Ou bien pour aller dans une partie du continent africain, il fallait qu'on demande la permission aux Européens, aux Européens, Occidentaux, au moins à l'Alliance. C'est là, j'avoue, que ça nous a peiné. Mais cependant, nous avons forcé au-delà de tout pour manifester notre volonté, c'est de dire comment aider pour que nous puissions aller. Mais nous sommes sortis avec une très bonne feuille de route. Il y avait des divergences, certes vraies, mais quand même, il y avait des points d'accord. La seule chose qu'il y avait, c'est que les autres avaient dit nous allons le faire sans Kadhafi. Et aujourd'hui que Kadhafi n'est pas là, le CNT, en tout cas dans la nouvelle phase, sur ses intentions, est totalement en phase avec notre feuille de route. Donc, quel conseil vous donnerez à ces nouveaux dirigeants libyens? Est-ce que vous croyez à ces élections qui sont annoncées? Et quelle est votre appréciation de ce groupe hétéroclite qu'on appelle CNT, mais dans lequel on retrouve des anciens membres du gouvernement du guide Kadhafi, dans lequel on retrouve aussi des anciens révolutionnaires ou guerriers islamistes? Quelle est votre vision? Quelle va être la Libye de demain d'après vous, qui est son voisin? Bon, d'abord, vraiment, je serais prétentieux de vouloir leur donner des conseils. Mais cependant, j'ai écouté certains points qui m'ont rassuré. Le président du CNT a pris la parole pour dire « Nous sommes africains. Nous sommes maghrébins, nous sommes musulmans, nous sommes de ce monde. » Je pense que la revendication africaine, c'est là, mais soyons indulgents pour un pays comme la Libye, qui avec un autre mode de démocratie, la transformation, on ne peut pas la faire avec la baguette magique. Raison pour laquelle ils ont dit nous avons besoin de tout le monde, des Africains, de nos partenaires, de tous, pour nous accompagner, pour nous aider. Et je pense que en tout cas, c'est une manifestation de très, très bonne foi. On ne leur donnera pas de conseils. Ce qu'on voulait leur dire, ils nous l'ont dit. Maintenant, je pense qu'il faut certainement accompagner pour qu'ils puissent obtenir les résultats qu'ils veulent et qu'ils ont cherché à estimer. Autre point qui a beaucoup choqué dans les images qu'on a vues récemment sur la Libye, à la victoire des troupes du CNT, leur entrée dans Tripoli, a succédé le massacre de nombreux Noirs africains ou Noirs libyens considérés comme des pro-Kadhafi ou des mercenaires, alors qu'ils étaient que des simples travailleurs dans lesquels on retrouve des Maliens, des Sénégalais et autres. Comment avez-vous vécu cette situation et quelle a été votre initiative pour leur faire comprendre qu'il fallait arrêter ce carnage? Mais vous savez que dans un premier temps, depuis que les événements ont commencé, j'ai instruit à l'ambassadeur du Mali en Libye de rester sur place. Aucun membre de l'ambassade n'a bougé. Ils sont tous restés avec famille. J'ai dit nous devons rester, quelles que soient les difficultés qu'il y a autour de la ville. Manque d'eau, manque d'électricité, manque problème alimentaire, les bombes, il faut rester. Il faut rester d'abord parce que nous reconnaissons l'État libyen. Il faut rester aussi parce que nous avons nos compatriotes. Même s'il y a un seul Malien qui reste en Libye, il faut rester avec lui. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Donc, journalièrement, je recevais les nouvelles de nos compatriotes. Je connaissais leurs difficultés et je mesurais. Mais il faut d'abord aller plus en avant. Nous avons à peu près 40 000 Maliens qui nous avons estimés en Libye. Il y a près de 20 000 qui sont rentrés à ne rien faire, qui ont perdu bien, qui ont tout perdu, qui ont perdu leur carrière. Il y a certains qui ne connaissent presque même pas le Mali.
et nous avons perdu un apport financier important sur lequel cette diaspora déversait vers notre pays dans le cadre de la prise en charge de leur propre famille. Et dans un deuxième temps, nous avons un groupe d'à peu près 15 à 20 000 qui n'ont pas voulu venir, qui sont restés en Libye. On dit nous avons notre job ici, nous attendrons que les temps meilleurs viennent et nous allons rester pour travailler. Effectivement, nous avons entendu qu'il y a eu des exactions. Et vous savez que dans une telle situation, il faut en compter. Il y a parfois des exactions, parfois quelques difficultés, mais cela est inné également à un genre de ces situations où la rumeur, ou bien surtout certains types de comportements peuvent ne pas venir forcément des autorités, mais qui peuvent prendre naissance autour de la foule. Et dans la foule, il y a un peu de tout. Mais nous avons été rassurés par le Premier ministre du CNT qui nous a dit, nous avons pris ça en compte, nous ferons en sorte que les personnes aient des biens, vos compatriotes africains et des autres puissent être aidés, puissent être assistés et surtout puissent être protégés. Maintenant, nous continuerons en tout cas à aider et nous continuerons également à assister nos populations et nos compatriotes africains qui se trouvent en Libye. Dernière question de cette première partie. Est-ce que vous ne trouvez pas paradoxal que nous, Africains, dans le cadre de la Libye, on parle de feuille de route, de démocratie, de dialogue inclusif, et pendant ce temps, aujourd'hui, l'Europe ou les Occidentaux parlent plutôt de répartition de la manne pétrolière, d'exploitation des richesses, de la reconstruction par leurs entreprises. Il n'y a pas quelque chose qui vous gêne dans cette approche? Mais non, mais je ne suis pas gêné, en tout cas pour ce qui concerne ma position. Pour ma position, je pense que c'est une position claire. Nous n'avons pas autre intérêt que la paix et la sécurité en Libye. On n'a aucun intérêt personnel. Et nous le faisons également parce que la Libye a assisté d'autres pays. La Libye a aidé des mouvements révolutionnaires. La Libye a soutenu également des luttes pour la libération en Afrique. La Libye a joué un rôle extrêmement important lorsqu'on suit ce qui s'est passé. Tout cela, je pense, est extrêmement important. Maintenant, pour ce qui concerne les Occidentaux et leurs intérêts, je préfère ne pas commenter. Parce qu'en tout cas, pour ce qui me concerne, je préfère être de l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai agi sans aucun intérêt autre. Et je n'avais rien à chercher que la paix, la démocratie et la tranquillité en Libye. Être de l'autre côté, c'est aussi porter un regard sur le Mali, son futur, le Mali et sa cohabitation avec le voisin libyen qui traverse aujourd'hui une période politique tumultueuse. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de ce Face à nous. À tout de suite.